messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce 22 heures. Voici les titres de l'actualité au sommaire. Une session de formation des formateurs portant sur l'évaluation et la certification en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie s'est clôturée. La vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. Bonsoir et bienvenue à tous. Une cérémonie de réception d'un important lot composé d'ambulances s'est déroulée aujourd'hui au ministère de la Santé, octroyé par l'Organisation mondiale de la santé grâce à un financement de la coopération italienne en République de Djibouti. Ce don composé de 6 ambulances équipées ainsi que des équipements médicaux a été donc réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh. Ainsi, ces nouvelles ambulances constituent un moyen de renforcement technique et opérationnel du système de renforcement entre les différentes structures de soins pour les transferts rapides des patients et plus particulièrement des femmes et des nouveau-nés. Ces cliniques mobiles sont destinées pour les 5 régions de l'intérieur et pour l'hôpital de Balbala. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de la République d'Italie accrédité en République de Djibouti, la représentante de l'OMS, la représentante de l'UNICEF. Écoutez justement la représentante de l'OMS et l'ambassadeur de la République d'Italie à Djibouti lors de cette cérémonie. Et difficile d'accès. Je tiens à remercier solennellement le gouvernement italien qui a contribué à la réalisation de ce projet à travers l'Agence italienne de coopération au développement, ainsi que le ministère de la Santé qui a identifié ce besoin et qui s'engage à offrir des soins de qualité aux Djiboutiens des régions de l'intérieur, mais aussi aux résidents de la commune de Balbala. Excellence, ces cliniques mobiles vont permettre de fournir des soins de santé primaires, la vaccination, la planification familiale, les services de santé de la mère et de l'enfant, l'éducation à la santé et bien plus encore, pour les personnes les plus vulnérables de la société djiboutienne. J'apprécie particulièrement le fait qu'une de ces cliniques mobiles servira à la commune de Balbala, l'une des zones les plus vulnérables de Djibouti, qui pour l'Italie représente une priorité. Je veux tout à fait réaffirmer l'engagement de la coopération italienne dans l'hôpital de Balbala, aussi connu comme hôpital italien, qui a bénéficié de plusieurs interventions au fil des années et qui continuera à être une de nos priorités pour le futur. En conclusion, je veux encore une fois remercier nos partenaires pour ce projet, le ministre de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et tous nos autres partenaires à Djibouti présents aujourd'hui. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, a remercié l'ambassadeur d'Italie et la représentante de l'OMS pour ce don composé de 6 ambulances équipées. Ce don va contribuer, a-t-il dit, au renforcement et à l'amélioration des évacuations au niveau des régions. Voici un extrait de son intervention. C'est un plaisir pour moi d'assister ce matin à cette réception de 6 cliniques mobiles. Les 6 cliniques mobiles, 5 seront destinées aux régions de l'intérieur et une sera destinée à la commune de Balbala. Ces cliniques mobiles vont servir à renforcer davantage l'offre de soins et améliorer cette offre de soins que nous disposons chaque jour à nos concitoyens, surtout dans les régions de l'intérieur, dans les zones reculées. Ces cliniques mobiles vont permettre de renforcer les équipes mobiles déjà existantes dans les régions de l'intérieur. Ces équipes mobiles servent et font des consultations de la santé maternelle et infantile, la vaccination, les consultations prénatales, les consultations de nos populations, qu'elles soient adultes ou enfants. Donc je voudrais encore une fois remercier ici l'Italie par l'intermédiaire de son ambassadeur ici présent, mais également remercier donc l'OMS à travers duquel ce projet donc a été financé.
Dans l'actualité également, la directrice générale du centre de formation Omar Gueli Ahmed, Mme Acha Farah El-Tere, accompagnée du directeur de la formation, des innovations et du partenariat, Awali Abdelkader, a clôturé jeudi la formation des formateurs portant sur l'évaluation et la certification en partenariat avec l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, dans le cadre du programme Apprendre, qui s'est déroulé du 20 au 23 mars dernier, dispensé par un expert de l'agence universitaire de la francophonie, en l'occurrence Dr Ibrahim Massako, et l'expert national Nasser Ahmed Aden. Cette formation voit la participation d'une trentaine de personnes, dont les formateurs du centre et des inspecteurs disciplinaires de l'inspection générale de l'enseignement général. La directrice générale du centre a félicité les participants pour leur contribution de leur savoir-faire et leur assiduité lors de cet atelier. Il est à noter qu'une semaine de formation à distance s'en suivra. Notre équipe a recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie de fin de formation. Chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Je suis expert de l'AUF dans le cadre du programme Apprendre du groupe thématique évaluation. Nous étions là pour former les formateurs du CFF et les inspecteurs de l'inspection générale sur l'évaluation et la certification des compétences enseignantes. Il s'agissait de revisiter les profils voulus dans le référentiel de formation et d'élaborer en tout cas un dispositif cohérent pour justement vérifier l'atteinte de ces dispositifs-là, de ces profils-là. C'est que nous avons travaillé sur l'analyse des documents de référence qui existent, à savoir l'arrêté qui institue le CFF, mais aussi le référentiel de formation des professeurs, des élèves professeurs. À la suite de ça, nous avons voulu mettre en cohérence justement les dispositifs d'évaluation mis en place par rapport au modèle qui existe, et nous avons travaillé donc à l'élaboration d'un guide où on aura un modèle avec des outils adaptés et qui seraient en cohérence avec justement ce référentiel-là. La région de Tadjoura est connue pour être une localité qui abrite de nombreux sites touristiques balnéaires et terrestres. La ville de Tadjoura, chef-lieu de la région connue sous le nom de la ville blanche, est accessible par voie maritime à 45 minutes en vedette ou au moyen d'un ferry à 1h30 le trajet. Elle est aussi accessible par voie terrestre depuis Djibouti-Ville où il faut effectuer un détour de 180 km pour s'y rendre. Une équipe de la RTD est allée à la découverte des plus beaux sites touristiques de notre pays. Regardez. Avec ses campements touristiques complètement dépaysants, une faune et une flore diversifiées, ses adeptes de l'écotourisme, ses magnifiques plages et ses eaux turquoises, la région de Tadjoura regorge de trésors naturels. Après une période de recul due à la pandémie de Covid-19, le secteur du tourisme a regagné petit à petit en intensité pour renouer avec sa cadence habituelle. La diversité des produits touristiques de la région a facilité ce regain d'activité. Cette diversité se traduit par une gamme de services pour toutes les catégories et pratiquement pour tous les budgets. C'est pourquoi les touristes désireux de découvrir les modes de vie des gens de l'arrière-pays ont la possibilité des séjours dans des campements ruraux ou centres touristiques où les hébergements et les repas sont traditionnels. Pour relier certains de ces sites, il faut parfois emprunter des routes accentuées, caillouteuses. Une fois arrivé, en un instant, on comprend pourquoi ces endroits sont si isolés, comme ici à Bankwalé, une pure merveille de la nature. L'autre volet de ce secteur, c'est le tourisme littoral, une activité qui a commencé d'abord il y a plus de 2 décennies au cœur même de la ville blanche. Ce sont des auberges qui proposaient non seulement des hébergements, mais aussi des activités de sortie en mer. Aujourd'hui,
Le développement touristique paraît de plus en plus un moyen de dynamiser de manière tangible l'économie des régions qui en ont les potentialités et les professionnels du secteur œuvrent pour tirer de l'avant la croissance de leur circonscription. Depuis 2019, on a une baisse d'activité énorme. Voilà. Là, depuis le début de cette année dernière, ça commence à reprendre. Il commence à y avoir une meilleure activité qu'auparavant. C'est en train de reprendre. Dans cette auberge qui affiche souvent complet durant les week-ends, sa position en bordure de mer et à l'entrée de la ville lui confère des avantages qui lui ont permis de fidéliser un certain nombre et type de clients. Des travaux d'extension ont été déjà entamés pour répondre à la demande grandissante. Un peu ralenti durant la période Covid, mais les efforts ne manquent pas. Nous avons à notre niveau développé le tourisme local. Et le tourisme local se porte bien. Et se porte bien aussi en ce moment. Le développement est meilleur lorsqu'il est impulsé à la base. Je dis ça parce que la base, tout le monde peut en profiter. Nous n'irons plus sur la capitale chercher les produits. Les pêcheurs ont leur part. Les éleveurs, les artisans, les agriculteurs, chacun y trouve son compte. C'est ça le tourisme intégré. Maintenant, il faut que ceux qui travaillent dans l'hôtellerie se soutiennent et restent solidaires. Il est vrai que la Covid-19 a touché nos régions, la capitale et le monde entier. Et la reprise sera accélérée si nous bénéficions de soutien. Le tourisme balnéaire en zone retirée constitue le troisième type d'animation dans la région de Tadjoura. De nos jours, le tourisme balnéaire est devenu la forme de tourisme la plus répandue. Chaque saison, des touristes voyagent vers ces zones côtières et insulaires à la recherche des plus belles plages et des plus beaux panoramas. C'est ce qu'offrent justement les Sables Blancs. Nous sommes à Loubatalé, au creux de la baie de Raïsali, où en mai 2022, Loubatalé Hôtel est venu s'ajouter aux différents complexes touristiques. Avec des services d'une gamme supérieure, la décoration de l'hôtel est très vite saisissante. Un mélange entre décor traditionnel et confort moderne dont le résultat est extraordinaire. C'est une nouvelle étape dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme que la région de Tadjoura vient de franchir avec l'inauguration le mardi 28 février 2023 de Gadilé Hôtel Resort par le président de la République. Gadilé Resort Hôtel est en effet un complexe hôtelier 4 étoiles composé d'une 50aine de chambres comprenant des suites, des spas, une grande piscine et tous les services dignes d'un grand hôtel de haut standing. Situé en bordure de mer, Gadilé Resort Hôtel offre une vue imprenable sur la mer et proposera des activités touristiques attrayantes pour développer davantage le tourisme dans la région. C'est d'ailleurs un des objectifs majeurs visés par cette réalisation, autrement dit la promotion du tourisme dans le nord du pays. Un tourisme durable qui offre des découvertes innovantes avec une implication de la population locale et une préservation de l'environnement. Nous sommes donc au bout de l'investissement qu'on avait entamé ici en 2019 avec la pose de la première pierre pour l'hôtel Gadilé Resort Hotel. Et cet hôtel va créer beaucoup d'emplois dans la région. La République de Djibouti en général a beaucoup de potentialités au niveau touristique. On va essayer de développer le tourisme à Djibouti, Inch'Allah. En plus des jeunes déjà employés par l'hôtel, ce projet va sans nul doute tirer de l'avant les sous-secteurs favorisant ainsi la promotion de l'emploi. À terme, pour le gouvernement, le secteur du tourisme doit être une industrie motrice permettant de déclencher la profonde dynamique de croissance économique et sociale.
Le stade Guled a abrité ce matin une cérémonie de remise des équipements sportifs à une cinquantaine d'associations sportives et organisatrices du tournoi du Ramadan. L'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois du Ramadan organisés annuellement par les associations des quartiers. L'événement a vu le jour en présence du directeur des sports, Abshir Ali Hassan, de la directrice des stades, Quraish Ali, du directeur des infrastructures nautiques, Ibrahim Mohamed Abdou, ainsi que plusieurs membres du secrétariat d'État chargé des sports et les bénéficiaires. Rappelons qu'en effet, le mois béni de Ramadan est l'occasion pour les jeunes djiboutiens d'organiser des tournois sportifs dans la capitale et les régions de l'intérieur. Ces compétitions se tiennent un peu partout dans Djibouti-Ville et mobilise dès 17h un monde fou jusqu'à la rupture du jeûne. Elles se poursuivent tous les soirs à partir de 19h. Le directeur des sports a profité de l'occasion pour encourager les participants dans les missions qui leur sont confiées, tout en les mettant en garde au bon usage des matériels. Nous l'écoutons. Nous avons enregistré 35 demandes, c'est-à-dire 35 associations réparties sur les 3 communes de la capitale. Et ces associations ont formulé le souhait d'organiser le tournoi béni du mois de Ramadan. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons donné à ces associations les matériels d'organisation du tournoi, c'est-à-dire les ballons, les sifflets, les filets, etc. Pour les matériels de récompense, nous allons les donner à partir du 20e jour du Ramadan, parce qu'il s'est fait que certaines associations, pour des raisons X, Y, n'arrivent pas à organiser le tournoi. Pour nous, au niveau du département de sport, nous avons l'habitude de travailler avec les associations sportives durant le mois de Ramadan, durant l'été, mais également durant les vacances interruptives scolaires. Donc, durant ces périodes, les jeunes et la population de chaque quartier n'ont rien à faire. Donc, c'est pourquoi nous faisons en sorte d'entreprendre des projets sportifs, organisation d'un tournoi de football, de volleyball, de basket, une course à pied, un tournoi de jeux d'échecs, etc. Donc, nous appuyons ces associations sportives qui sont enregistrées au niveau du département des sports à chaque fois que l'occasion se présente. Et nous, notre engagement, c'est de les donner les matériels d'organisation et de récompense et leur engagement, c'est d'organiser un tournoi pour la population de ces quartiers. Donc, merci à toutes ces associations et encore une fois, Ramadan Karim. Le ministère du Commerce et du Tourisme intensifie ses opérations de contrôle sur le terrain en vue de veiller et de maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité en cette période de Ramadan. Les agents de contrôle du ministère du Commerce ont procédé ce matin à une descente au marché de Riyad pour consulter le respect des prix homologués des fruits et légumes. Eh bien, en effet, les contrôleurs ont constaté des hausses des prix injustifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont eu des convocations de la part des agents donc du ministère du Commerce. Et à l'issue de ces opérations, les responsables ont lancé un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués. Les opérations de lutte contre la contrebande de canne se poursuivent dans la ville d'Ali Sabié. Tous les jours, des dizaines de colis de canne sont interceptés et remis à l'antenne de la douane locale pour être incinérés. Eh bien, en effet, les policiers du détachement de la région d'Ali Sabié, appuyés par les hommes de la compagnie d'intervention, effectuent régulièrement des opérations de grande envergure pour éradiquer ce fléau de la contrebande qui porte atteinte à l'économie de notre pays. La dernière opération menée par la police nationale a permis l'immobilisation d'une douzaine de véhicules pour un trafic de contrebande à Galilée. Ces activités illégales de contrebande de canne sont décelées grâce à l'utilisation de drones appartenant à la police nationale qui permettent de localiser tous les déplacements des contrebandiers dans les localités reculées de cette région. Au total, 27 colis contenant 100 paquets ont été brûlés en présence de la douane. Il est à rappeler que la contrebande de canne constitue une atteinte à l'économie nationale et par conséquent, tous les moyens nécessaires pour y mettre un coup d'arrêt seront déployés. Les auteurs de ces faits seront traduits devant la justice et les véhicules concernés seront également immobilisés. Je vous le disais en titre, la vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. Vous n'avez pas fini de nous voir en Afrique, c'était le message du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la fin du dernier sommet États-Unis-Afrique à la mi-décembre à Washington. Et en effet, après la secrétaire au Trésor et la première dame Jill Biden,
et après le chef de la diplomatie américaine. Et en attendant le président, c'est maintenant la numéro 2 de l'exécutif américain qui se déplace pour assurer le suivi de ce sommet. Pour cette tournée, la vice-présidente va passer d'abord le Ghana, puis la Tanzanie, enfin la Zambie. À chaque étape, Kamala Harris rencontrera les chefs d'État, mais aussi les représentants de la société civile. Son entourage s'attend à un accueil chaleureux pour la première femme afro-américaine, vice-présidente de l'histoire américaine. Aux États-Unis, dévastés par des tornades, le Mississippi compte ses morts. Au moins 25 personnes ont péri après le passage de tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, l'État du sud des États-Unis, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers, la région se préparant à de nouvelles intempéries ce dimanche. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Le président américain Joe Biden a évoqué dans un communiqué des images déchirantes et souligné que l'État fédéral ferait tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra. Ce dimanche, il a ainsi ordonné le déploiement de l'aide fédérale. En Espagne, le premier grand incendie de l'année n'était pas toujours maîtrisé ce dimanche matin. Il s'est déclaré jeudi dans la région de Villanueva, à 90 km au nord de Valence, dans les provinces de Castellón et Teruel. Le sinistre est rapidement devenu incontrôlable. Il a été qualifié par les pompiers comme un incendie de haute difficulté, accompagné de conditions météo similaires à celles de l'été. Depuis son déclenchement, l'incendie a forcé l'évacuation de plus de 1700 personnes. Football à présent, le Maroc s'est imposé pour la première fois de son histoire contre le Brésil, 2-1 lors d'un match amical hier à Tanger, poursuivant sa bonne dynamique après sa brillante Coupe du Monde au Qatar. Les Lions d'Atlas ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Boufal, d'une frappe en pivot sur une place décisive du jeune Bilal El Khanous, titularisé pour la deuxième fois en sélection nationale, dominateur contre le Seleção Bruyne, et le Maroc a repris l'avantage à 10 minutes de la fin grâce à une reprise volée sous la barre d'Abdelhamid Sabiri. C'est la première fois que le Maroc sort victorieux d'une confrontation avec le Brésil après 2 défaites en 1997, 2-0 et un an plus tard 3-0 en phase de poule du mondial 98 en France. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télédupuis.